Bonjour tout le monde, bon après-midi en cette journée où l'hiver s'est invité au printemps. Merci d'être avec nous pour cette belle rencontre témoignage en compagnie de notre chère Christine Thibault, qui est conseillère pair bénévole à Mémo Québec pour la région du Lac-Saint-Jean depuis plusieurs années, qui est une personne qu'on adore, que vous allez adorer si vous ne la connaissez pas déjà. Ça, je vous le garantis. Donc, je m'appelle Vanessa Anne Paré, je suis organisatrice communautaire à Mémo Québec et rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas Mémo Québec, moi, Lépinière et Motricité Québec, on est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 1946. Puis notre mission, c'est de favoriser l'autonomie et améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent avec une lésion à la moelle épinière et plus largement des personnes en situation de handicap. Donc, notre mission se décline à travers 4 champs d'action qui sont l'intégration sociale, l'employabilité, la défense des droits et des intérêts collectifs et finalement le soutien à la recherche. On a également une fondation qui vient en aide aux personnes lésées médulaires et je tenais à profiter du fait que nous sommes réunis aujourd'hui parce que c'est un petit moment festif. En fait, cette année, Mémo Québec célèbre ses 75 ans d'existence, donc c'est une année de fête dans un contexte où il est encore impossible de se rassembler en personne. Donc, juste avant qu'on commence, j'ai une petite surprise, une petite vidéo à vous présenter. Et la sénatrice Chantal Petitclerc qui nous adresse ses vœux de bon anniversaire à Mémo Québec. Je vais aller vous partager mon écran. Et voici, je ne sais pas si vous voyez, si vous entendez. Bonjour à tous et à toutes. Ici Chantal Petitclerc, médaillée paralympique, sénatrice, blessée médulaire. Et c'est vraiment un plaisir et un privilège aujourd'hui que de souhaiter un joyeux anniversaire à Mémo Québec. 75 ans à faire une différence pour les personnes qui, comme moi, sont en situation de handicap et qui sont des blessés médulaires. 75 ans à avoir un impact qui dure et qui dure et qui dure. Depuis votre création en 46, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Le service d'intégration qui a accompagné plus de 25 000 personnes. La création du premier service d'employabilité pour soutenir les personnes handicapées au Québec. Ça a desservi presque 6 000 personnes en situation de handicap, 2 centres d'expertise pour les blessés médulaires, la rédaction d'un super guide Vivre avec une lésion médulaire et j'en passe et j'en passe. Vous êtes tellement impressionnant, vous faites une différence et vous êtes aussi la preuve que la diversité, c'est important et que vivre en situation de handicap, c'est quelque chose qui s'apprend, oui, et c'est quelque chose avec lequel on est capable de faire face quand on est bien accompagné. Et je vous remercie de cet accompagnement-là que vous faites depuis plus de 75 ans. Quand on parle de diversité, quand on parle d'intégration, j'ai toujours le goût de dire que la différence, que ce soit dans nos communautés, dans nos pays, la différence, c'est toujours une force et c'est jamais une faiblesse. Et ça, vous faites partie de ce mouvement-là. Et en fait, vous avez été des pionniers pour lancer ce message-là. Alors, merci à chacun de vous qui avez contribué, qui contribuez encore à Mémo Québec. Et après 75 ans d'existence, réinventer l'autonomie est toujours au cœur de votre mission à Mémo Québec et ça paraît. Joyeux anniversaire! C'est vraiment, je pense que la suite de notre rencontre, ça va aller dans le sens de ce que Mme Petitclerc soulignait. Hein, ça fait... Oh, palaille! Excusez-moi, j'ai un petit bug qui s'est produit. Donc, Christine, je voulais aussi mentionner que cette semaine, c'est la semaine de l'action bénévole et que Mémo Québec, justement, ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans le soutien de ces personnes extraordinaires dont Christine fait partie. Alors, je pense que ton papa vient de se joindre. Tu vas être contente. Donc, Christine, je vais t'épingler en vedette et la parole sera à toi. Là, tu pourras nous partager ton écran. Alors,
À toi, ma chère, on t'écoute. Bon, mais Bonne rencontre. OK, fait que je vais me présenter un peu avant de commencer le partage. Bien, merci tout le monde d'être là, d'être venu m'écouter. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir de partager mon histoire. J'ai appelé le titre de ma conférence Force, volonté, vie. Parce qu'avec de la force et de la volonté, ben, on peut passer au travers des événements de la vie. C'est ça mon titre. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc, voilà, force, volonté, vie. Et aussi, je veux vous informer que la première partie, ça se peut que je sois émotive, que je vous... il y a des émotions, des souvenirs qui remontent. Donc, c'est sûr que si j'ai les larmes, bien, je vais prendre le temps de respirer. Donc, il y en a, s'ils ont des mouchoirs proches, je vous invite à aller... Ça se peut que vous en ayez besoin. Donc, avant mon accident, voici, je vous présente ma famille. Attendez, je vais prendre le pointeur. Bon, bien, ici, c'est moi. J'ai eu mon accident 2 semaines avant ma fête de 31 ans. Je suis accompagnée, tous les gens qui sont là, c'est parce que c'est des acteurs de mon histoire. Il y a ma sœur France et ma sœur Marie-Ève. En bas ici, ben, il y a mon papa, Normand, qui est accompagné de ma fille Noémie. Ici, il y a mon frère Martin, qui est accompagné de mon fils Samuel, et mon conjoint Stéphane, avec notre petit Thomas. Je suis en couple avec Stéphane depuis 12 ans au moment du début de mon histoire. Thomas, moi, j'habite au Lac-Saint-Jean. Je suis éducatrice en garderie. J'ai ma garderie à la maison en milieu familial. Et Stéphane avait fait un retour aux études. Il était mécanicien et il a fait, on dit, il n'y a jamais de hasard, il était en train de faire son cours de préposé aux bénéficiaires à Québec. Voilà. Quand j'ai eu mon accident, ben, Thomas avait, excusez, Thomas avait 2 ans et demi. Voyons. OK, j'en Thomas avait 2 ans et demi, Noémie avait 5 ans et Samuel avait 7 ans. Le début de l'histoire, comment ça commence? C'est que ma sœur France était venue chercher Noémie pour passer, aller faire de la motoneige. Elle l'a amenée chez elle. Le soir, Stéphane partait parce que c'était le dimanche. Stéphane retournait à Québec pour la semaine. Et la température était vraiment pas très belle. Il y avait des rafales de vent. Donc, j'ai demandé à mon père de venir avec moi, aller chercher Noémie. Puis qu'il ne faisait pas beau, ben, on est allé porter les garçons, Thomas et Samuel, là, chez la copine, chez la blonde de mon père, chez Gina. Et on est parti. France, elle habite à la Dorée. Moi, j'habite à Normandin. C'est à 20 km l'un de l'autre. Hey, je vais déjà prendre de l'eau. J'ai déjà la gorge sèche. Ça ne sera pas long. Donc, moi et mon père, on est partis après souper. Entre Normandin et la Dorée, ben, on passe, c'est un chemin dans la forêt. Puis à la sortie de la forêt, il y a un grand champ. On était juste à 1 km de chez France. Puis il y a eu un gros mur de neige. On ne voyait plus rien. La visibilité était nulle. Donc, mon père a arrêté l'auto parce qu'il ne savait plus dans quelle direction où est-ce qu'on était. À un moment donné, il a fait « OK, j'ai vu la ligne jaune. » Fait que là, il a dit « C'est beau, je sais où est-ce que je m'en vais. » Et à ce moment-là, on a été frappé par en arrière par une vanne. Voici ce qui est arrivé. Bang!
L'impact a été très fort. Moi, je me rappelle d'avoir entendu le coup, d'avoir entendu les vitres éclater, le mouvement de la vanne parce qu'on a fait un tête à queue. Mon père, lui, a perdu connaissance. Mon père a fait une commotion. Moi, ce qui est arrivé, je suis allée me cogner la tête sur le tableau de bord. Quand je suis revenue, mon bord a cassé. Donc, j'ai volé au plafond et j'ai tombé sur la première banquette. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est de vérifier que mes garçons n'étaient pas là. Fait que j'ai fait ouf parce que mes garçons n'auraient pas survécu à l'impact. Puis là, je vois bien que mon père reprend connaissance. Là, il ne sait plus où est-ce qu'on est. Là, j'ai dit, papa, je suis là. Il dit, oui, mais on est où? Fait que là, j'ai dit, bon, on s'en allait chez France. Là, il était perdu. C'est qui ça, France? J'ai dit, oui, c'est ta fille. Moi, c'est Christine. On s'en allait chercher Noémie. Il dit, ah oui, oui, OK, elle adorait. Fait que là, je fais oui. Entre-temps, il y avait une policière qui était hors service qui nous a évité de justesse. Et le chauffeur de la vanne, lui, il a vu qu'il roulait très vite. Il a arrêté 300 pieds plus loin, puis il a appelé les secours. Donc, la policière, on la connaissait parce que c'était une femme de Normandin. Là, elle a vu mon père, elle lui a demandé, vous êtes combien? Fait que là, j'ai dit, on est juste 2. Fait que là, elle m'a vu sur la banquette. Puis là, il y avait tellement de neige que je commençais à avoir de la neige dans la bouche. Moi, j'avais suivi mes cours de secouriste, donc j'étais sur l'adrénaline. Je parlais à mon père, puis je me disais, OK, c'est ça qui me tenait. Puis tout d'un coup, j'ai dit à la policière, j'ai dit, écoute, là, ça va pas bien, là. Là, parle-moi parce que je le sens que je m'en vais. Elle a réussi à aller chercher une couverte. Elle m'a dégagé la bouche parce qu'il y avait vraiment beaucoup de neige qui rentrait. Il y avait vraiment des gros vents. Donc, les pompiers, ambulances, police, tout le branle-bas de combat. Il y a un ambulancier qui a fini par être capable, ils se sont battus. Si vous voyez bien, là, la porte ici de côté, ils ont réussi à l'arracher pour être capable de venir me chercher, vu que j'étais sur la banquette. Ils ont réussi à enlever la porte. Et là, ils ont amené une planche, puis ils m'ont dit on va te coucher sur la planche. Quand ils m'ont tourné, parce que j'étais sur le côté, je veux dire, comme en position fétale, moi, vu que je ne bougeais pas, je m'étais dit c'est normal, avec l'impact qu'il y a eu, c'est juste normal que je ne bouge plus. Je ne me suis pas posé d'autres questions. Moi, je m'en faisais bien plus pour mon père. Puis là, je disais aux ambulanciers, occupez-vous de mon père. Puis là, il était là, non, c'est correct, on va s'en occuper, on te sort avant. Puis quand ils m'ont couché sur la planche, j'ai lâché un cri. J'ai senti un courant électrique qui a traversé tout mon corps et c'est la dernière fois que j'ai senti mon corps. On m'a mis un collier cervical. Puis là, les 2 ambulanciers se demandaient à quel hôpital m'apporter parce que j'étais vraiment entre 2 hôpitaux. Puis là, il y en a un, il a dit non, on va aller l'apporter à Roberval, elle va être transférée à Québec. Moi, dans ma tête, je ne comprenais pas du tout pourquoi on voulait m'envoyer à Québec. C'est sûr, je ne comprenais pas la gravité. Donc, moi et mon père, on est partis chacun dans une ambulance. Ils nous ont emmenés à l'hôpital de Roberval. Pendant ce temps-là, à Normandin, Gina, la blonde de mon père, elle commençait à être inquiète parce qu'elle n'avait pas de nouvelles. Donc, elle appelle ma soeur France pour savoir si on était arrivé. France, elle a dit non. Donc, elle a envoyé son conjoint à notre rencontre. Lui, quand il est arrivé, on était déjà partis en ambulance. Il n'a pas vu l'état de la voiture. Il ne savait rien, sauf qu'on était à l'hôpital. Donc, il est retourné chez lui. Il a dit l'information à France. France a pris son auto et est monté venir nous rejoindre à l'hôpital. Luc, lui, il a pris Noémie. Il fallait bien qu'il la ramène à la maison.
Donc, il a pris un autre chemin. Il est allé chercher les garçons chez Gina. Ils ont réussi à rentrer dans la maison parce que la porte était barrée. Ils ont trouvé une fenêtre qui n'était pas barrée. Il a réussi à l'ouvrir. Il a fait passer Thomas par la fenêtre. Pas Thomas, excusez, mon plus vieux, Samuel. Puis Samuel a réussi à rentrer. Il est venu barrer la porte. Ma mère, elle, est venue à la maison pour s'occuper des enfants. Il y a Stéphane aussi dans l'histoire, mon conjoint. Lui, il était absolument au courant de rien. Il était parti retourner à son appartement où est-ce qu'il demeurait pour ses études à Québec. Donc, il appelle à la maison et c'est ma mère qui lui dit la nouvelle qu'on a eu un accident et qu'on est à l'hôpital. Donc, lui, il a appelé à Robertval et là, il a su que j'étais transférée à Québec. Je regarde mes notes parce que je vais être sûre de bien vous donner toute l'histoire. Mon cas, ma gravité, il savait que je devais être transférée. Habituellement, un cas comme moi, c'est transféré en hélicoptère, sauf que c'était tellement, la température était tellement vilaine qu'on a traversé le parc des Laurentides en ambulance avec un médecin, une infirmière, une inhalothérapeute, l'ambulancier, tout ce monde-là juste pour moi, pour m'amener à Québec. Stéphane, lui, entre-temps, m'a appelé ma sœur Marie-Ève parce qu'elle aussi, elle habite à Québec. Donc, il est allé la rejoindre. Toutes les deux sont venues m'attendre à l'hôpital L'Enfant Jésus. Quand je suis arrivée là-bas, c'est ma sœur qui m'a vue en premier, qui est venue me voir. Puis, j'acceptais pas d'être touchée parce que la sensation sur les bras, c'était vraiment intolérable pour moi. Ils m'ont envoyé là, dans une chambre. Là, Stéphane a pu venir me voir. Après ça, on les a invités à retourner à la salle des familles. Puis au courant de la nuit, ben, ils ont appris que je ne marcherais plus jamais. Voilà. Ensuite, voici ce qui est arrivé. J'ai eu 7 vertèbres de fracturées. Voilà. J'ai eu les plus, celles qui ont créé les dommages, c'est ici. C5, C6, C7. Et j'avais ici 4, 5, 6, 7. Mais ça, c'était des fractures mineures. Sur l'autre, vous voyez, bon, moi, ma lésion est à C6. Fait qu'à partir d'ici, tout en descendant, ça, je n'ai plus aucun côté moteur ni sensitif. Je n'ai plus aucune sensation. Ce qui est arrivé, c'est que la vertèbre C7 a complètement sorti de l'axe et ça l'a écrasé la moelle épinière, ce qui fait que c'est comme si on aurait fermé la porte dessus. La vertèbre, elle a complètement éclaté. Donc, c'est ça qui m'est arrivé à l'impact. Et là, j'ai passé la nuit. Le lendemain, il devait faire, bon, quelque chose. Donc, OK. Ce qui est arrivé, vu que la moelle épinière était enflée, il manquait de place. En salle d'opération, ils m'ont mis une vis de chaque côté sur le front. J'étais couchée, il y avait une corde et il y avait des poids suspendus après la corde pour que la colonne vertébrale s'étire et qu'elle laisse de la place. Et voilà. Me voici aux soins intensifs. Après la journée d'après l'intervention qui ont fait vraiment la grosse chirurgie, j'étais bien chanceuse. C'est qu'habituellement, ils font l'opération en arrière du cou, mais moi, comment que c'était fait, c'est qu'ils ont passé ici, ils ont ouvert, ils ont tassé les voies respiratoires,
Et ils se sont rendus au vertèbre. Ils ont pris un morceau d'os dans ma hanche. Ils sont allés réparer la vertèbre. J'ai une plaque de titanium avec des vis. Ils ont tout replacé. Mais là, ils ne savaient pas comment j'allais récupérer. Après cette opération-là, je n'étais pas encore intubée. Donc, je pouvais parler. J'ai été quelques jours là, que je pouvais parler. Puis, il y a une journée, je me rappelle, dans les premiers jours, Marie-Ève était avec moi. Puis, j'ai dit, j'ai vraiment un message. J'ai dit, je veux que tu dises à papa que ce n'est pas de sa faute, l'accident. C'était vraiment important pour moi de lui faire ce message-là. Parce que, comme je le connais, je savais que lui, il trouvait ça difficile de son côté. C'est vrai, je ne vous ai pas dit, mon père, ben, lui, il était chanceux, il n'a pas vraiment eu de séquelles. À part sa commotion cérébrale, il a eu mal aux genoux, il a marché quelques jours avec une canne, mais je veux dire, il a été chanceux, il n'y a pas aucune séquelle. Donc, il y a une autre journée aussi où j'ai été chanceuse tout le long de toute la réadaptation, autant ma famille que la famille du chêne, les amis. J'ai toujours eu du support. Autant à la maison aussi, chacun se relayait pour venir s'occuper des enfants parce que Stéphane était avec moi, il était à la maison. Fait il y a toujours eu du monde. Ça a été vraiment une belle collaboration. Donc, il y a une journée avec mon autre sœur France qui était là. Là, je la regarde et j'ai dit, je ne marcherai plus, hein. Puis là, elle dit, oui, mais tu ne sais pas. J'ai dit non, il n'y a personne qui m'a parlé. Je crois que les gens autour de moi, ça leur faisait trop souffrir, puis que c'était une nouvelle trop difficile qu'ils n'étaient pas capables de me le dire. Donc, elle me dit, attends un peu. Elle est allée chercher un médecin. Puis le médecin m'a vraiment tout expliqué. Ce que je vous ai dit tantôt par rapport à quand je vous ai montré le schéma. Et il a dit, pour tes bras, on ne sait pas comment tu vas récupérer, ça va être avec le temps. Parce qu'à ce moment-là, j'étais juste capable de tourner la tête puis de bouger mes épaules. Je n'étais pas encore capable de bouger mes bras. Donc, après une semaine, j'ai eu un poumon d'affaissé. J'avais beaucoup de sécrétions. Ça n'allait pas bien. Mon état se dégradait. Donc, ils se sont aperçus que je faisais une pneumonie. Puis là, ils ont pris la décision de m'intuber. Ça, je peux vous dire que ça a été une expérience vraiment difficile. Je me rappelle encore de voir une équipe rentrer dans la chambre. Je ne sais pas combien il y était de personnes, mais d'après moi, il y avait quasiment une dizaine de personnes. Là, donc, ils m'expliquent mon cas, qu'ils doivent m'intuber, mais c'est là, comme ça. Donc, il y a des gens tout le tour de mon lit. Puis là, je trouvais ça ridicule parce qu'il y en avait qui me donnaient les jambes, puis je me disais, oui, mais pourquoi qu'ils me tiennent? Je ne suis pas capable de bouger. Fait qu'il y en a qui m'ont tenu les bras, la tête. Et quand ils ont commencé à passer le tuyau pour m'intuber, là, j'ai compris pourquoi ils me tenaient. C'était vraiment, là, je croyais que j'allais mourir parce que tu arrêtes de respirer complètement. Et je voulais me débattre, mais c'est sûr, je n'étais pas capable. Donc, j'ai été intubée 2 semaines pour le temps que la pneumonie guérisse. Puis ça, j'ai trouvé ça difficile parce que j'étais dans un état, c'est vraiment, psychologiquement, tu es là, tu n'es pas là, tu ne sais pas, tu te remets en question. Puis, ben, je ne pouvais pas communiquer avec les gens. Je clignais des yeux, une fois pour oui, 2 fois pour non. Puis des fois, ben, il essayait de lire sur mes lèvres, mais je ne me faisais pas toujours comprendre et ça me frustrait encore plus. Donc, de vivre l'état que j'avais, de ne pas pouvoir me faire comprendre, ça a été long et pénible. Et j'ai été chanceuse parce qu'après 2 semaines, il y a un médecin qui voulait me mettre une trachéo. Puis il y a un autre médecin qui ne voulait pas. Donc, j'étais guérie de ma pneumonie.
j'ai passé à un poil d'avoir une trachéo. Ils m'ont désintubé. Puis ça a pris quelques temps avant que le corps reprenne à respirer automatiquement tout seul. Je savais que les enfants existaient, j'avais des photos d'eux autres, mais j'avais un détachement, je n'étais pas capable de penser à eux autres. Quand Stéphane voyageait entre la maison et l'hôpital, ben, il en profitait à la maison, il les filmait. Puis quand il arrivait à l'hôpital, ben, il me montrait la vidéo, puis ça me faisait du bien de voir qu'il y avait quand même une vie normale malgré mon état, puis qu'il était heureux, il était bien entouré. Je me rappelle, là, oui, avant d'être désintubé, bon, ben, mon père a fini par aller mieux. Puis il est venu me voir. Vous voyez, ça fait 14 ans, puis j'ai encore l'émotion qui est là. Puis en plus, je sais que mon père écoute. Papa, je t'aime. Donc, mon père est arrivé et il me voit comme ça, avec des tuyaux partout. Puis il me dit, ouais, c'est comme dans les films, hein? Il y a plein de tuyaux. Puis j'ai réussi à lui dire, papa, prends-moi dans tes bras. Il s'est approché. Mon frère a mis un petit banc à côté du lit. Il a aidé mon père à grimper sur le banc. Puis ça a été une retrouvaille. On a pleuré toutes les deux, mais ça a tellement fait du bien. Moi et mon père, on a une belle complicité, mais le fait d'avoir vécu ça ensemble, ça nous a rapprochés encore plus. Voilà. Un autre événement aussi, il y a un soir, j'étais avec Stéphane, puis bon, j'avais un corset, un collier cervical, puis on me devait m'asseoir dans un fauteuil à tous les jours pour que le corps se réhabitue. Puis là, ben, on peut dire, j'ai pété une couche. Là, j'en avais plein de casse. J'étais fâchée. Je ne pouvais pas m'exprimer. Puis là, j'étais capable de lever mes bras un peu. Puis j'ai essayé d'arracher mon tuyau d'intubation, mon tuyau là, que j'étais intubée. Stéphane, ben, il ne savait pas comment réagir. Donc, il est allé chercher une infirmière. L'infirmière, elle a compris mon besoin de me fâcher. Donc, elle a mis un oreiller sur la tablette devant moi, puis elle m'a dit « Vas-y, cogne ». Fait que là, j'ai cogné l'oreiller autant que j'ai pu avec la force que j'avais. Puis une fois que j'ai eu fini, ben, elle m'a dit « T'es chanceuse d'avoir tombé sur moi, que j'ai compris ton besoin. » Parce qu'elle dit « Ça aurait été quelqu'un d'autre, il t'aurait couché dans le lit, puis il t'aurait attaché. » Puis là, j'ai regardé avec des yeux d'incompréhension. Parce qu'elle dit, tu as essayé d'arracher ton tuyau, puis ça, tu peux pas. Fait que ça finit par passer. Mais le lendemain, vu que j'avais tiré un peu sur mon tuyau, ben, je l'avais déplacé. Donc, il a fallu qu'il le rentre. Je peux vous jurer qu'ils l'ont rentré, puis ils l'ont retapé 2 fois plus serré. Voilà. Quand ils m'ont désintubé, ensuite, tranquillement, ils ont pu me déconnecter d'un peu partout parce que là, moi, j'avais envie de voir mes enfants. Puis je ne voulais pas qu'ils me voient avec cette photo-là. Je ne voulais pas qu'ils soient traumatisés, qu'ils restent avec des mauvais souvenirs. Donc, après 20 jours, ils m'ont transférée dans une chambre ordinaire parce que là, j'attendais ma place au centre de réadaptation. Donc, Stéphane est venu avec les enfants. C'était une fête de les retrouver. Puis pour eux autres, en plus, c'était le party d'aller coucher à l'hôtel, d'aller manger au restaurant. Ça leur faisait du bien de vivre quelque chose de bien, puis surtout de revoir le maman. Voilà. Ensuite, centre de réadaptation. On m'a transféré à l'IRD-PQ, qui veut dire le Centre d'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, où je peux vous dire
Il y a des gens de Mémo Québec qui travaillent là, dont Éric Gilbert qui est là, Caroline, Lise Vachon. À ce moment-là, moi, j'ai rencontré Lise Vachon. C'est là que je l'ai connue. Quand je suis arrivée au centre, la première question que j'ai posée au médecin, c'est « Je vais rester ici combien de temps? » Dans ma tête, moi, je m'étais dit « 3 ou 4 mois, c'est fini, je retourne à la maison. » Mais il me dit « Non, ça va prendre entre 6 à 9 mois, tout dépendamment de comment ça va aller. » J'ai regardé Stéphane, j'ai dit « Il me reste rien que mes 2 bras, puis j'ai 2 bras qui ont tombé à terre. » Ça a été long. Au total, j'ai resté 7 mois au centre. J'ai eu ma mère qui est venue, qui m'a accompagnée. J'ai eu, oui, c'est vrai, je ne vous ai pas dit tantôt dans la présentation, ma mère est là, mais je vais vous la montrer plus loin. C'est ça. Donc, j'ai ma mère qui m'a accompagnée, j'ai mon père aussi qui est venu passer du temps avec moi. J'ai ma sœur Marie-Ève qui habitait à la Québec. Elle venait une fois par semaine. Fait que le mercredi soir, c'était notre soirée. Elle m'apportait toujours des surprises, des friandises, de la slush. Je disais ce que je voulais, puis elle venait avec un support de nourriture. Stéphane, ben, il a continué à se promener avec les enfants, à venir me voir. Quand l'école a terminé, ben ici, il a loué un condo à Stoneham. Donc, le jour, les enfants, il y avait des jeux gonflables, il y avait une piscine, il y avait un spa. Ils pouvaient s'amuser. Et à 4 heures, ils venaient me rejoindre au centre de réadaptation parce que moi, j'avais des traitements de physiothérapie, ergothérapie, travailleuse sociale, aller m'entraîner au conditionnement physique. Puis, quand ils venaient me rejoindre, après ça, on allait manger au restaurant parce que là, sur le boulevard Amel à Québec, il y a vraiment des choix de restaurants. On les a toutes faites. Ils passaient la soirée avec moi. Puis après ça, ils retournaient coucher au condo. Fait que ça nous a permis de vivre en famille quand même. Là, vous voyez, ici, mon petit coco, Thomas, c'était sa fête de 3 ans au mois de mai. Donc, il y avait une salle qu'on pouvait réserver, une salle familiale. Après ça, ben, au mois de juin, on a fêté la fête à Samuel et au mois de juillet, ben, on a fêté la fête à Noémie. C'est important de maintenir des choses, que la vie continue quand même. Le centre, ben, c'est une équipe extraordinaire qui travaille, mais pour les blessés médulaires. Puis ça devient une famille aussi, ça devient une bulle, parce qu'on est là longtemps. Puis quand il arrivait un problème avec ben, toute l'équipe faisait pour que ça fonctionne. Moi, je vais vous dire, c'est vrai que ma motivation, c'était de retrouver mon rôle de mère pour revenir à la maison. C'est mes enfants qui m'ont tenue, c'était vraiment ça. Puis, je dis que s'il n'aurait pas été là dans ma vie, ben, je ne penserais pas que je serais ici aujourd'hui à vous raconter tout ça. Mais la réadaptation, c'est on recommence à zéro. Vraiment tout. Parce que, bon, ben là, il fallait que je reprenne de la force dans les bras. Comme vous voyez, au début, ben, j'étais en fauteuil électrique. C'est recommencer tout parce que là, il n'y a plus rien qui fonctionne comme avant. Être capable d'avoir un équilibre, me tenir assis, recommencer à manger. Justement, ça, j'ai une anecdote. Au début, je n'étais pas capable de manger toute seule. Il fallait que quelqu'un me fasse manger. Mon père s'est amusé à mes dépens. Il aimait bien ça me faire l'avion. Comme on fait au bébé, là. Ça, il y avait bien du fun de me niaiser avec ma cuillère pour manger. Après ça, ben c'est ça, on se crée des liens d'amitié avec les autres blessés médulaires aussi, où on fait des rencontres, puis chacun a son expérience, son histoire. Oui, c'est vrai.
Ce qui nous a aidés, puis ça, c'est important que je le dise, les Chevaliers de Colombe Normandin ont fait une levée de fonds. Parce que là, moi, j'avais plus de revenus, plus de garderie. Stéphane a dû arrêter ses études en tant que préposé. Il restait juste un cours pour terminer, avoir son diplôme, mais là, c'est sûr qu'il s'est ramassé malgré lui, père monoparental avec 3 enfants, dont il a dû s'occuper. Durant l'été aussi, j'avais le droit, j'avais des droits de visite d'aller chez moi à Normandin parce que fallait commencer aussi à voir qu'est-ce que c'est la vie en dehors du centre de réadaptation. Donc, ils ont trouvé un lit électrique avec le CLSC préposé pour venir le matin, prendre soin de m'aider à me laver, m'habiller et tout. Donc, j'avais le droit à des 3-4 jours de visite à la maison. J'aimais ça, ça faisait du bien. Je retrouvais mon chez-moi. Mais de repartir, ça me brisait le cœur à toutes les fois de devoir quitter les enfants, puis d'être butée à plein de... Bon, mais il y avait des marches pour rentrer, d'être confrontée à la réalité des obstacles. Après ça, oui, c'est vrai. Pendant que j'étais au centre, ben, j'ai fait mon cours de conduite automobile. Ça a été difficile, mais moi, je suis une fille, par chez nous, c'est de la campagne. Donc, le plus de voies qu'il y a par chez nous, c'est un 2 voies. Moi, je n'avais jamais, mais jamais conduit en grosse ville et non plus sur l'autoroute. Je n'avais aucune expérience. Donc, de 1, recommencer à conduire. 2, à travers le trafic et tout, fait que c'était une difficulté pour moi. Et, bien, vu que j'ai terminé à l'automne, j'ai passé mon examen en novembre, mais je l'ai fait dans une tempête de neige. On est parti l'avant-midi faire l'examen. Le professeur de conduite me dit « Ah, ça va, la température, il neige, mais c'est correct. » Mais plus ça avançait, plus il neigeait, moins la visibilité était belle. Donc, j'ai terminé mon cours de conduite sur une autoroute à 4 voies avec pratiquement pas de visibilité. Quand je suis arrivée au centre, j'étais blanche comme un drap. Et l'infirmière me regardait et j'ai dit, tu ne peux pas savoir à travers quoi j'ai passé, autant physiquement que psychologiquement. C'était... Mais j'ai eu mon permis. J'étais vraiment fière. Ça m'a demandé beaucoup. Aussi, je devais quitter... avec les traitements et tout, on avait évalué que je quitterais le centre au mois d'octobre. Sauf que l'équipe trouvait que je travaillais bien, je travaillais fort et que j'étais capable d'en faire encore plus. Donc, ils ont décidé que je partirais juste au mois de novembre. Quand ils m'ont dit ça, ben, je n'étais pas d'accord, j'étais fâchée. Je comprenais la décision. Mais pour moi, c'était vraiment... ça me brisait le cœur. Donc, j'ai dit, oui, mais j'ai dit à mes enfants que je serais là pour l'Halloween, puis là, vous me dites que c'est pas ça. Fait qu'ils m'ont permis d'aller à la maison, de fêter l'Halloween avec mes enfants. Je suis revenue et je peux vous dire que j'ai travaillé fort. Je me disais, ça va y aller au toast, puis envoyer. Et là, ben, il m'avait dit fin novembre, début décembre. J'ai dit, oh non, là, il n'y en a pas question début décembre. Donc, une journée, je suis rentrée dans le bureau du médecin et j'ai dit, moi, je pars le 30 novembre. Il dit, oui, mais ta physio, ton ergo sont d'accord avec ça. J'ai dit qu'ils sont d'accord ou pas, moi, je m'en vais. Et là, ben, je me suis retournée de bord. Je suis allée voir ma physio, je suis allée voir mon ergo et j'ai dit, le médecin m'a dit c'était correct, je peux partir le 30 novembre. Fait que j'ai usé un peu de stratégie. Stéphane est venu me chercher et devinez quoi? Il y avait une tempête de neige. Le centre ne voulait pas nous laisser partir, mais moi et Stéphane, on s'en regarde, on a dit, vous n'avez jamais vu ça, des bleuets dans une tempête de neige, on sait par où ce qu'on passe. Donc, on a traversé le parc des Laurentides. Habituellement, ça prend 3h30, disons, mauvais temps, 4 heures.
ben nous, ça nous a pris 5 heures. Il faisait vraiment tempête. On était imprudents, mais dans ce temps-là, on n'avait pas réfléchi. Tout ce qu'on voulait, c'était rentrer à la maison. Donc, on est arrivé chez nous après 5 heures de route. Voici. Prochaine diapo. Oui, ça a été, j'étais encore au centre de réadaptation. Ça a été ma première vraie sortie à travers le monde réel. Donc, avec mon père, c'est sûr, ma soeur qui habite à Québec, Marie-Ève, et son conjoint, puis on est allé à l'île d'Orléans. J'étais vraiment contente parce que, ben d'un, j'avais jamais été aux pommes, puis de deux, ça a été, il faisait vraiment beau. J'étais heureuse de pouvoir faire enfin quelque chose, de vivre à travers les gens. Voilà. Ensuite, retour à la maison. Ça a été, c'est sûr qu'à la maison, eux, la vie continue. J'avais ma belle Noémie qui fait du patinage artistique. Mon beau Samuel, que lui est gardien de but, puis chez nous, c'était le hockey, parce que Stéphane aussi, c'est un joueur de hockey. Et mon Thomas, lui, qui était toujours collé sur sa maman, qui est resté assis sur mes jambes jusqu'au temps qu'il commence l'école. Parce que les deux autres allaient à l'école, fait que le jour, on était juste toutes les deux, fait qu'il était toujours collé sur moi. Ça a été, je ne vous le cacherai pas, ça a été vraiment difficile. Puis au début, et c'est là que j'ai commencé à faire mon deuil. Ça a été une réalité, comme j'avais dit tout à l'heure, les obstacles. La maison n'était pas encore adaptée. Je ne pouvais rien faire. Moi qui étais une femme indépendante, j'étais travailleur autonome à ma garderie, je travaillais entre 50 à 60 heures semaine. Et là, je suis tombée archi-dépendante, zéro autonomie, toujours en train de demander « donnez-moi ci, donnez-moi ça, faites ci, faites ça ». À chaque matin, j'avais une préposée qui venait me laver, m'habiller. J'avais un infirmier du CLSC qui venait, qui s'occupait de mon dossier. Le soir, c'est Stéphane qui m'aidait à me coucher. Fait que là, reprendre ma place. Puis, quelle place? J'ai plus d'identité. J'avais l'impression d'être comme si Stéphane s'était fait une bulle avec les enfants. Eux, ils avaient leur routine. Puis j'avais l'impression de ne pas être capable de rentrer dans leur routine. Je me sentais vraiment comme si j'étais juste une observatrice à la vie de la maison. Je me suis sentie inutile. À ce point-là, j'avais l'impression d'être juste un bibelot. C'est ça, que je ne pouvais rien faire, que je n'étais pas importante, que je me disais que je sois là, que je ne sois pas là, mes enfants sont capables de continuer à vivre pareil. Je ne voyais plus l'importance que j'avais. C'est ça, j'avais perdu mon identité. Parce que là, j'étais rien qu'une handicapée. Fait que, puis, ça a descendu, psychologiquement, là, j'ai descendu vraiment loin. Mais ce qui est important de vous dire, c'est que tout le long du processus, quand je suis arrivée à la maison, j'ai été suivie par une travailleuse sociale pendant 5 ans, puis ça m'a aidée, ça m'a sauvée. Dans ma chambre à coucher, moi, c'est ça, j'avais un lit électrique. Et Stéphane, lui, il avait son lit. Puis lui, il avait pris l'habitude de dormir tout le temps avec un enfant. C'était chacun leur tour. Mais à un moment donné, j'ai dit, là, c'est assez. Les enfants vont dormir dans leur chambre, puis je veux qu'on soit juste toutes les deux, mais même là, on avait chacun notre lit. J'avais beaucoup de douleurs, donc je prenais beaucoup de médicaments. Les enfants passaient leur journée à jouer dans le salon, puis ça arrivait que Stéphane n'était pas présent. Puis moi, je ne voulais pas les laisser toutes seules, fait que je mettais un oreiller, puis je passais l'après-midi, je pouvais dormir entre 2 à 3 heures.
avec l'oreiller sur la table. Je m'ouvrais les yeux, je regardais les enfants, puis je refermais les yeux, puis je dormais. J'avais envie de mourir parce que je voulais arrêter de souffrir. À chaque matin, c'était une lutte pour me dire « Christine, tu dois rester en vie ». Fait que ça a été vraiment, là, c'est ça, ça a été creux, ça a été loin. Puis, qu'est-ce qui m'a donné le coup de pied? Bien, c'est ma fille. Ma fille, un jour, m'a dit « Maman, pourquoi tu souris jamais? Tu es souvent en train de pleurer. » Puis là, j'ai fait « Wow, OK, là, ça suffit. » C'est elle que ça me brassait, que j'ai dit « Non, là, tu dois faire quelque chose. Il faut que tu te reprennes en main. Il faut que tu relèves. » Mais ce qui m'a... Une chose, parce que là, vu que je ne travaillais plus, j'avais plus de contact avec l'extérieur. J'avais déjà fait du bénévolat pour le club de patinage artistique. Donc, je les ai contactés. Je leur ai demandé s'ils seraient prêts à me prendre avec eux. Puis ils m'ont dit oui. Puis j'ai dit, ben j'ai une condition, c'est que les réunions se fassent chez moi. Puis tout le monde a accepté. Puis c'est comme ça que tranquillement, j'ai relevé. Mais je vais vous dire aussi, la travailleuse sociale m'a aidée. Voilà. Adaptation de la maison. Fait que bienvenue dans ma maison. Puis je vais... avant de vous expliquer tout ça, ça a pris 1 an après mon retour pour que les plans de la SAAC soient acceptés pour la modification. Mais là, on devait quitter la maison. Le contracteur m'avait dit « Ah, ça va prendre 1 mois. » Vous savez, contracteur, quand ça donne une date, ça ne veut pas dire que c'est ça. Donc, on devait quitter la maison. Mon père, lui, était seul dans une grande maison. Il nous a offert, donc on a déménagé chez lui. Et mon père est allé vivre avec ma grand-mère. J'ai été gâtée parce que ma grand-mère nous faisait des galettes, des biscuits, du ragoût, du pain de ménage. Donc, mon père, ben, lui, le matin, en allant travailler, ben, il venait nous livrer toute cette bonne nourriture. Et c'est ça, ça a pris 3 mois, en fin de compte. Ça a été au début novembre. Donc, quand on a déménagé, ben, moi, je n'avais pas amené beaucoup de choses. Fait que quand je suis arrivée à Noël, ben, je n'avais pas de vêtements chics. J'ai appelé une amie, puis une amie qui m'a prêté des vêtements pour, c'est ça, pour fêter Noël. On s'est organisé. Puis, c'est ça, il y avait une préposée qui venait à tous les matins m'aider à me lever. Ça a pris donc 3 mois. Quand on est revenu à la maison, ben moi, ça faisait 16 mois que je me faisais laver à la débarbouillette. Le premier matin que j'ai pris ma douche, je les ai dit, vous me laissez dans la douche et j'ai vidé le réservoir d'eau chaude. Donc, voici ma douche. Elle est très, très grande. Puis, les enfants, ben, ils appelaient ça des parties de douche. Ils invitaient leurs amis avec leur costume de bain. Puis là, ils s'amusaient dans la douche parce qu'il y avait beaucoup d'espace. Ici, ben, je me suis fait un comptoir de maquillage. Et ben, ça a été une deuxième modification qu'on a faite. Puis là, le comptoir, ben là, je l'ai mis pas à la mesure standard, ce qu'il demande. Je l'ai mis à ma mesure, à moi, à mon besoin. Comme ça, il y avait un bain. On a enlevé le bain, puis on a pu récupérer la place pour se faire un comptoir avec... c'est ça. Ensuite, ils ont fait... Ici, ils ont fait un annexe à ma maison pour pouvoir installer l'ascenseur. Donc, j'avais une porte patio, ils l'ont déplacée, ils l'ont reculée. Puis ici, vous voyez, ma porte patio est égale à mon plancher et égale à l'extérieur au patio. Super pratique, je peux le traverser facilement. Sauf l'hiver, avec la neige, bien, la neige rentre dans les rails, là, c'est un petit peu tannant. Mais au moins, je peux sortir quand je veux. Mon ascenseur, il y a 3 niveaux. J'ai été chanceuse parce que vu que mes enfants étaient jeunes au moment de l'adaptation,
bien, j'avais le droit de descendre au sous-sol pour me rendre à leur chambre. Donc, ici, je suis au rez-de-chaussée. Ici, la petite porte que vous voyez là, ben, c'est la porte deuxième niveau pour sortir dehors. Puis, j'ai le troisième niveau en bas pour aller au sous-sol. Dans ma chambre, ils ont installé un lève-personne sur rail. Je l'utilise seulement pour aller à la douche. Une fois que je suis habillée, ben, je peux faire mes transferts à la planche. Ensuite, ma cuisine. La cuisine, ben ça, c'est une deuxième modification. Je tourne mes notes. Ben c'est ça, c'est une deuxième adaptation. Pourquoi? La première adaptation de la cuisine n'était pas du tout comme ça. Il y avait seulement abaissé pour la plaque de cuisson, puis il y avait abaissé pour l'évier. Il fait que j'avais aucune place pour cuisiner. Ce qui est arrivé, quand ça a été la maison adaptée, là, j'ai dit à Stéphane qu'il pouvait commencer à aller travailler. Il y a eu, ça a été facile pour lui de se placer comme préposé aux bénéficiaires. Il travaillait souvent de soir. Donc, ça m'a permis d'être avec les enfants, de m'organiser toute seule, de donner les bains, faire les devoirs, de reprendre ma place en tant que mère. Puis, de reprendre confiance en moi, reprendre contrôle sur ma vie, que je suis capable. Avec le temps, ben, Stéphane était moins présent à la maison. J'étais plus souvent seule avec les enfants. Puis à la longue, ben, on s'est aperçu que c'était mieux qu'on se sépare. On était rendus là toutes les deux. Moi, j'avançais. Lui, ben, il avait perdu sa blonde qui marchait. Puis il y avait de la misère à l'accepter. Donc, d'un commun accord, on a décidé de se séparer. On s'est séparés 4 ans après mon accident. Il a déménagé pas très loin, à 2 rues. Donc, j'ai gardé la maison. J'ai eu la garde des enfants, vu qu'il y avait un horaire irrégulier. Et que les enfants pouvaient aller voir leur père quand ils voulaient et quand il était disponible. Et que quand il est parti, là, j'ai refait ma cuisine. Mon père m'a aidé aussi à trouver le concept que c'était le mieux pour moi. Donc, le comptoir a changé de place et tout. Et dans ma maison, le seul bout de comptoir qui est au niveau standard, c'est celui-ci au-dessus du lave-vaisselle. Le reste, ben, c'est vraiment à ma hauteur, à moi. Donc, c'est ça. Et mon évier, vu que le comptoir est bas, ben, j'ai réussi à trouver un évier industriel qui est peu profond. Puis de l'autre côté, ben, ici, mon four, la porte ouvre sur le côté. Et où le micro-ondes et le grille-pain, ben, c'est sur coulissant. C'est des tiroirs coulissants que je peux amener vers moi. C'est très pratique. Donc, maintenant, ben, je peux cuisiner, faire mes affaires toute seule. Après ça, ben, la vie continue. Et là, j'ai de plus en plus de force. Donc, ça, c'est nos traditionnels. Dans ma famille, ben, à toutes les années, on fait des randonnées de VTT. Donc, moi, je voulais continuer de participer. Donc, je me suis acheté un côte à côte. Je ne l'ai pas adapté parce qu'il faut quand même des sous. Fait que je suis toujours passagère. Ça, ben, c'est mon frère qui dit « Ah, je connais le chemin, suivez-moi, je sais où est-ce qu'on s'en va. » Voilà ce qui est arrivé. Ici, ben, j'ai initié, c'est Samuel qui a été initié à conduire le VTT. Ça, dans ce temps-là, ben, je n'étais pas encore séparée, j'étais encore avec Stéphane. On avait fait nos premières randonnées. Puis c'est ça, vous voyez, là, on est toujours une gang. Et à toutes les années, ben, sauf là, l'an passé, on n'a pas pu, mais c'est ça, à toutes les années, on s'organise, on est toujours une gang, puis c'est toujours un plaisir de sortir. Premier voyage. Vous voyez, mon père est jamais très loin. Premier voyage, je suis partie avec mon père au Mexique et une très bonne amie à moi, que c'est elle qui faisait mes soins puis qui m'habillait.
Donc, je vous présente le fauteuil hippocampe. C'est merveilleux. Moi, j'adore ça. Le fauteuil, ben, il flotte dans l'eau. Vous voyez, là, mon père, il y a de l'eau juste au-dessus des genoux. Puis ça, ben, ça flotte tout seul. Il y avait juste à maintenir l'équilibre. Puis pour aller sur la plage aussi, ça roulait très bien. Et ici, c'est qu'on m'a offert d'aller nager avec les dauphins. Puis quand on me l'a offert, pour moi, je ne pensais même pas que c'était réalisable. Puis ils m'ont dit si, allez, viens. Fait que de gentils Mexicains m'ont pris dans leurs bras, m'ont embarqué dans la piscine. Et un moment donné, pendant que l'animateur parlait, le dauphin il est venu embrasser mes pieds. Puis ils ont été vraiment surpris du comportement du dauphin. Fait que là, c'est ça, ça a été immortalisé. Ça a été vraiment, c'est ça, une belle expérience pour un premier voyage. Je n'avais jamais voyagé. L'autre défi. Sincèrement, je ne suis pas une fille qui aime ça s'entraîner. Moi, m'entraîner, là, ça... Mais un défi, par exemple, ça m'allume. Ça, là, ça, j'embarque. La marche s'est faite au Saguenay. Il y a un centre de réadaptation de jour. Et eux, ils ramassaient de l'argent pour acheter des équipements sportifs pour les personnes avec handicap physique. C'est ça, pas juste ceux en fauteuil roulant pour les aveugles, les sourds et tout. Puis, c'était un défi. Sur 10 km, on se fixait un objectif qu'on allait parcourir. Moi, ben là, je me suis embarquée une gang, il fallait être 5 pour l'équipe. Puis quand, pendant que je m'entraînais, pendant un mois de temps, tous les jours, je sortais dehors et je m'étais fixé un 5 km. Puis là, ben, mon fils Samuel, avec ses amis, j'ai fait « Hey, vous autres, les gars, ça ne vous tenterait pas de faire un défi? » Puis ils m'ont dit oui. Fait que ça coûtait 250 $ par équipe. Fait que j'ai réussi à ramasser 500 $. On est allé faire la marche, sauf que moi, une semaine avant, je suis allée au centre d'autonomie de Dolbeau et il me dit « Je suis le commanditaire majeur de l'événement. Il dit « J'ai un fauteuil avec des roues électriques. Tu le veux-tu? » J'ai fait « Pourquoi pas? » Mais là, dans ma tête, je m'étais dit « J'ai travaillé tellement fort pour faire 5 km qu'avec les roues électriques, il n'y a rien là. » Fait que j'ai fait 10 km. Le parcours, c'est qu'on commence à 10 km et on va en descendant. Et à chaque borne, on prend les gens. Mon ami nous attendait au kilomètre 9, ma soeur m'attendait au kilomètre 8. Moi, j'étais partie avec mon beau-frère Luc et mes jeunes ados qui ont suivi. L'année d'après, je suis retournée faire encore, en 2000, on s'appelait les Bien Roulés. Fait que j'ai 2 amis qui avaient déjà participé à la première. J'ai ma mère ici qui était notre accompagnatrice pour nous amener le véhicule et mon frère qui avait embarqué. Puis là, cette fois-là, ben, j'avais mes roues standards. Fait que là, je ne me suis pas énervée. J'ai fait 5 km. Je pense, oui, c'est là aussi que j'ai vu tantôt dans les participants qu'il y a Marc Ouellette qui était là. C'est là que je l'ai rencontré. Ensuite, voyage à Toronto. Ça, Vanessa, tu ne le savais pas, mais je l'ai gagné grâce à Mémo Québec. Vu que je commençais à être conseillère père bénévole, ils faisaient un tirage d'un voyage en train jusqu'à Toronto. Puis, je l'ai gagné. J'étais vraiment contente. Je n'avais jamais fait de train. J'ai adoré mon expérience et pour le service, c'était merveilleux. J'ai pris le train à Québec jusqu'à Montréal. À Montréal, on a fait un transfert jusqu'à Toronto. Et je n'ai pas resté dans mon fauteuil roulant. Il y a des gentils messieurs qui m'ont transféré dans la banquette, bien attachée. J'ai adoré. On a eu du beau temps. On a visité. Et oui, là, ici, la photo, ben c'est ça. On était en haut de la tour du CN et on a pris une photo là, où est-ce qu'on voit toute la circulation en bas. On s'est promené, on a vu plein de choses touristiques. J'ai adoré.
Ici, bon, voici ma maman, Esther. Je peux vous dire que ma mère aussi est très présente dans ma vie. Là. Aussitôt que j'ai des rendez-vous médicaux ou pour mon fauteuil, tout ça, ben, ma mère est super contente de m'accompagner. Voilà, bénévolat. Ben, comme je vous ai dit, j'avais embarqué dans le club de patin. J'ai été 5 ans présidente du club de patin, puis je peux vous dire que je l'ai repris en main parce que financièrement, ça n'allait pas bien. Et quand je l'ai quitté, il était en très bon état. Et il m'avait inscrit à un concours et j'ai gagné le trophée de l'administrateur bénévole de l'année, un prix dont je suis très fière. Je vais aller voir. Fait que donc, dans le club de patin, au total, j'ai été 7 ans. Ensuite, comme autre bénévolat, ben, j'ai été 2 ans pour un festival de musique à Normandin, le festival Dédé Fortin, du chanteur Les Colas. Aussi, depuis 3 ans, je suis avec Nez Rouge et je vais animer depuis 10 ans, je vais faire des ateliers de bricolage à l'école. Fait que, vous voyez, j'ai besoin de faire quelque chose de ma vie, de voir d'être en interaction avec les gens. J'adore ça. Puis, ben comme ça, je dis à la blague, ben j'aurais même pas le temps de travailler parce que je suis super occupée. Ici, bon, mais ça arrive, des plaies, chirurgie. La première chirurgie que j'ai eue avant d'avoir une plaie, c'est 1 an après mon retour à la maison. Ça s'appelle le Mitrofanoff. Ça, c'est pour la vessie. C'est qu'ils prennent l'appendice qui est relié à la vessie puis qui attache au nombril. Ça a vraiment grandement amélioré ma vie parce que sinon, avant, j'avais une sonde avec un sac à vessie attaché après la cuisse. Là, avec cette chirurgie-là, ce qu'il fait, c'est que quand j'ai la vessie pleine, je ressens un frisson. Je n'ai pas de retenue. Donc, quand j'ai un frisson, ça s'appelle « va à la toilette ». Et je prends j'en ai un ici, un cathéter que je rattache à une rallonge. Puis, je la glisse dans le nombril. Le nombril, il fait juste s'ouvrir. Ça glisse, ça se rend à la vessie contracte, puis l'urine, elle sort. Une fois que c'est terminé, j'enlève le cathéter, j'essuie le nombril, ça se referme, il n'y a rien qui paraît. Je relève le pantalon un peu, puis je peux aller aux toilettes n'importe où. Puis, à la blague, ben, quand on est dehors l'été, ben là, je fais comme les gars, je me choisis un arbre à quelque part, puis ça fait l'affaire. La deuxième chirurgie, ben là, j'ai eu une plaque. La peau a ouvert au-dessus de l'anus. Il y avait un trou. Donc, avec mon infirmier qui s'occupait de moi, ben là, il pensait que c'était juste un petit trou, on mettait une mèche, il venait la changer à tous les jours, mais ça ne marchait pas du tout. J'avais vraiment des grosses douleurs. J'ai été 7 mois couchée au lit avec un matelas à pression là, qui gonfle, qui dégonfle. Donc, je passais la journée couchée sur un côté, la nuit couchée sur l'autre côté. Le seul temps que je me levais, c'était pour aller prendre ma douche le matin. Les enfants, ben, ils devaient s'organiser. Ils étaient rendus assez vieux, ils étaient adolescents. Et j'avais quand même quelqu'un qui venait nous faire à manger. Mais je vous dis que manger dans son lit couché sur le côté, on apprend on se trouve des techniques. Fait que ça a été 7 mois de douleur. Ça a été très, très long. J'ai dû rencontrer 3 chirurgiens. Le 3e chirurgien a accepté de m'opérer. Les 2 autres ont refusé. Je me suis fait répondre, ben, tu es en chaise roulante, tu vas passer ta vie comme ça, fait que même si je t'opère, ça ne donne rien, reste de même. Il y en a des... En tout cas, il y en a qui sont moins humains que d'autres. C'est ça que je veux dire. Fait que le chirurgien, j'ai rentré à l'hôpital à Québec au mois de mars avec mes bottes de poil et mon gros manteau d'hiver.
Je suis ressortie après 6 semaines en robe et en souliers d'été. Ça a été... la chirurgie, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment découpé au-dessus de la fesse, ils ont coupé l'arrêt, ils ont ouvert ça. Et où mon coccyx, il n'y avait plus de chair. C'était gros comme un biscuit Oreo. C'est vraiment l'expression que le médecin m'a dit, que c'était gros comme un biscuit Oreo. Donc, ils ont pris un greffon qu'ils appellent, ils ont rempli le trou, ils ont refermé ça. Puis là, ben, ça a été une réadaptation tranquillement de 1, de guérir et de 2, de recommencer à m'asseoir dans un fauteuil pour que la pression soit bonne. Donc, c'est ça, ça a pris 6 semaines là, pour être complètement guéri puis revenir chez moi. Piscine, pourquoi je l'ai mis? Parce que c'était un de mes rêves d'avoir une piscine. Puis quand j'étais avec Stéphane, lui, il n'en voulait pas. Donc, j'ai fini par m'acheter une piscine et j'ai eu la chance que j'ai eu un don de quelqu'un pour avoir le lève-personne pour aller pour descendre, pouvoir me baigner. Et voilà, ben, quand je me baigne, ben, ça, c'est ma chaise. Je mets un petit drink ici, puis je me laisse aller au courant et aux vagues des enfants. Fait que là, vous voyez, ben, ça, c'est ma belle Noémie. Mes voyages, bien, vu que j'ai eu la piqûre du voyage à toutes les années, je voyage. Vous voyez, j'ai toujours mon hippocampe pour se promener sur la plage, c'est merveilleux. Caillou Coco. J'ai amené mes enfants à Varadero parce que m'année, ça chialait, puis ben, ça chialait. C'est sûr qu'ils voulaient vivre ça, aller dans le sud, fait qu'un jour, je les ai amenés. Ici, ben, je suis allée en République dominicaine avec ma soeur France et ma mère. En plus, elle est chanceuse, on a fêté sa fête là-bas, ma mère. Là, on dirait que c'est creux, mais ma soeur est assise dans l'eau, puis elle tient mon fauteuil avec ses pieds, fait que là, on se faisait dorer. Et mon dernier voyage que j'ai fait, ben là, je suis partie avec un couple d'amis. Puis dans la piscine, il y avait plein de descentes, fait que on descendait le fauteuil dans la piscine, puis c'est ça, on me maintenait là pour que ça flotte. Ensuite de ça, mon Keiko. Ça a été une expérience extraordinaire. C'est dans les Laurentides. J'avais vu ça passer sur Facebook avec la Fondation des sports adaptés, qui avait un club de course qui s'appelle le Club de course DAU. Qui avait un fauteuil. Bien, c'est ça. Le DAU, c'est ça. C'est celui-là. Lui, bien, ça a été sa dernière course. Maintenant, je suis allée voler une photo sur la Fondation des sports adaptés. Voici maintenant le nouveau DAU. Donc, mon Keiko, c'était un parcours de 10 km dans un sentier avec des gros dénivelés, des grosses roches, comme vous pouvez voir. Ça a été un 4 km de montée. C'est ça. Fait qu'il y avait un gars en avant, un gars de chaque côté, puis plusieurs en arrière qui poussaient. Rendu en haut, c'était merveilleux, de toute beauté. C'était à l'automne, puis cette année-là, il n'y avait plus beaucoup, donc c'était très boiteux. Il y avait mon fils Samuel, il était rendu assez vieux, qui a participé aussi. Là, donc, habituellement, un 10 km, ça se fait à peu près en 2 heures. Nous, ça en a pris 6. Ouais, 6 heures. Une fois monté, ben, il faut redescendre. Puis là, vous voyez la photo, là, c'était vraiment à cet angle-là. Ils ne savaient pas comment ils allaient faire. On s'est retrouvés en forêt. Ça allait quand même bien. Et tout à coup, bang! Le bras ici a cassé. Donc, arrêtez. Il a fallu, ils ont trouvé une grosse branche, taper ça, et voilà. Puis là, ben, c'était tellement long qu'il y a des pompières qui sont venus à notre rencontre pour nous chercher parce qu'ils voyaient bien que c'était pas normal, qu'on n'arrive pas. Ils nous ont aidés à descendre, à sortir de la forêt. Il restait encore un bout de sentier à faire. Donc, moi, ils m'ont embarqué là, dans un VTT.
Il y a quelques membres de l'équipe qui ont embarqué aussi, puis il y en a d'autres qui l'ont fini quand même. Puis quand on est arrivé, ben, il n'y avait plus rien, tout avait été ramassé. Une chance qu'il y avait beaucoup de coureurs qui avaient amené des choses là, de protéines puis d'énergie et tout, parce qu'on était parti en avant-midi, on devait être arrivé pour dîner. Mais ça a été une expérience, je dis oui, extraordinaire, mais j'ai adoré ça. Sauf que là, c'est sûr, les membres ils ont dit qu'ils ne viendraient plus expérimenter le Monkey Cup, que la difficulté avait été trop grande. Un autre fauteuil, le Cartus. Le fauteuil Cartus, ben, c'est ça. Tu es assis dedans et tu te fais promener. Celui en arrière a complètement le contrôle avec des poignées et des freins. Puis la roue en avant, ben, elle tourne. Donc, ça va super bien. Cette photo-là, ben, je l'ai prise, c'était pas loin de chez moi. C'est que le centre de réadaptation de Jonquière voulait faire la promotion du fauteuil. Donc, il cherchait des gens pour l'essayer. Moi, j'ai dit oui, j'ai répondu à l'appel, puis il faisait une course de 10 km. C'était vraiment amusant, j'ai adoré ça. Mais là, un moment donné, j'ai vu une annonce passer qu'il y avait une étudiante qui organisait un marathon, puis qui avait 6 Cartus. Justement, il y a Claudia Pinchot aussi qui l'a fait, cette course-là. Fait que c'est ça, j'ai dit oui. Je n'ai pas réfléchi. Moi, je suis une bélier. Fait que des fois, je prends des coups de tête de même, puis je réfléchis beaucoup plus longtemps après. Donc, le matin, très, très tôt, à 7 heures le matin, j'étais arrivée, c'était au Saguenay. Donc, la veille, j'avais couché à l'hôtel parce que c'est loin de chez moi. Donc, le matin, avec l'équipe VO2, il y avait 3 personnes qui couraient avec moi. À tous les 10 km, il y avait un arrêt, puis là, ça changeait d'équipe. Là, si vous pouvez remarquer, ici, ben là, j'avais des bretelles. J'avais demandé d'être attachée parce que là, je savais que 40 km, ça allait être plus long, puis qu'il fallait que je maintienne tout le temps mon équilibre. Fait que là, j'étais bien attachée au dossier. Puis on avait attaché mes jambes aussi pour être sûr qu'ils ne bougent pas. Ça a été une belle expérience, mais c'est ça, je n'avais pas pris conscience que 40 km, c'est quand même très long. Fait qu'on est parti à 8 heures le matin de la baie et on est arrivé à midi au cégep de Jonquière. Ça a été une expérience que j'ai vraiment aimée. Ensuite de ça, ben oui, j'ai essayé la plongée sous-marine. Encore, le centre de réadaptation de Jonquière offrait l'activité. Donc, j'ai dit pourquoi pas. Moi, avant, mon travail, quand j'étais étudiante, j'étais sauveteur. Fait que donc, l'eau, la piscine, moi, ça m'appelle. Ça a été vraiment une belle initiation. En plus, c'était une piscine super chauffée, fait qu'on était bien. J'ai adoré ça. Ensuite, je me suis informée savoir s'ils donnaient des cours, mais malheureusement, non. Ensuite, parachute. Parachute, ça, c'est une activité qui avait été organisée par Mémo Québec. Et ce qui est très drôle, c'est qu'elle avait organisé, elle avait fait appel aux gens de Montréal, tout ça, puis il n'y avait pas eu beaucoup de réponses. Fait qu'elle avait ouvert l'annonce à tous. Et il y avait plusieurs participants qu'on était du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça a été une journée formidable. Il faisait 40 degrés cette journée-là. Je vais vous dire sincèrement, en chute libre, j'ai vraiment pas trippé. J'aimais pas ça, j'étais sur le bord de paniquer, mais quand tu as la caméra dans la face, qu'il faut que tu fasses des sourires, tu te forces. Une fois qu'ils ont ouvert le parachute, là, j'ai adoré. Ça a été vraiment une belle expérience aussi. Ça, défi de la Fondation des sports adaptés que j'ai fait l'été passé. Bon, vous savez, avec tout ce qui est arrivé l'été passé, la Fondation des sports adaptés a demandé aux gens qui voulaient participer, organiser une activité sportive, se faire un défi personnel. Fait que là, j'en ai parlé avec ma grande amie Isabelle Martel, qui, elle, a une maladie dégénérative des os de la colonne. Puis, j'y en ai parlé. Elle a dit oui, elle a embarqué dans mon idée de fou, encore une fois.
On a commencé par se marcher 2 km, tranquillement 3, parce qu'elle aussi, il fallait que son corps s'adapte. Puis, on a fini par faire 5 km. Il fallait ramasser des dons. À nous deux, on a ramassé au-dessus de 1000 $. Donc, à tous les jours, on allait se pratiquer. Et au mois d'août, bien, on est parti. Et vous pouvez encore deviner qui est à côté de moi, mon cher papa. J'avais mes roues électriques parce que c'était plus facile, mais ce n'était pas une course. Le défi, c'était de parcourir, de faire. Donc, vous voyez, dans notre dos, ben, moi, j'avais marqué rouler 5 km, puis Isabelle, elle avait marqué marcher 5 km. Donc, il y a des membres de ma famille, il y a des membres de la famille à Isabelle. On a parcouru notre 5 km. On était vraiment heureuses. Ça a été en tant que tel un dépassement de soi. Ça nous a permis, Isabelle, elle, ça l'a amélioré sa condition physique, son endurance. Et voilà, il nous avait fait une belle petite banderole, notre fil d'arrivée. Ça, c'est un projet dont je suis très fière. Le chalet d'Orémy. C'est un achat que j'ai fait avec un ami. On est copropriétaires. Et moi, mon rêve, c'était de l'adapter pour permettre aux gens à mobilité réduite de pouvoir venir voir le lac Saint-Jean. Donc, j'ai réussi, j'ai eu une belle subvention du gouvernement avec l'organisme qui roule pour adapter le chalet. Donc, on a une belle grande rampe. Ensuite, ben, on a une magnifique salle de bain avec douche sans seuil. La douche la salle de bain communique directement avec la grande chambre à coucher qui a assez d'espace pour un fauteuil. Et le matin, quand vous vous réveillez, ben, de la chambre, vous avez cette magnifique vue du lac Saint-Jean. Et voici, ce n'est pas un énorme chalet, mais il y a assez de place pour se promener. Puis dans la cuisine aussi, on a le comptoir à baisser. La deuxième chambre, ben, elle est plus petite. Celle-là, sincèrement, moi, je peux juste rentrer à l'intérieur. Elle n'est pas adaptée, mais elle est assez grande là, pour 2 personnes s'ils veulent dormir là. Puis, quand j'ai du temps, ça m'arrive parfois, ben voici mon coin créatif au sous-sol. Une grande table aménagée pour faire ma peinture. Un grand rangement pour faire mes ateliers de scrapbooking, là, ce que j'ai besoin quand je vais à l'école. Donc, je m'amuse à faire des affiches, à faire de la peinture. Fait que c'est un beau passe-temps pour moi. Voici, j'arrive à la fin. Ma famille. Je voulais vous montrer comment ils sont grandis. Donc, mon beau petit Thomas qui avait 3 ans, ben, aujourd'hui, il est rendu à 17 ans. Voici ben, ma belle Noémie d'amour. Thomas, ben, l'année prochaine, il va quitter la maison. Il s'en va aux études à l'extérieur. Ma belle Noémie, 20 ans, qui est étudiante en travailleuse sociale. Et mon grand garçon, mon beau Samuel, 22 ans. Puis vous voyez, même rendu à son âge, ben, il y a encore du plaisir à venir s'assire sur moi. Mais ne vous inquiétez pas, c'est sûr qu'il ne met pas tout son poids. Il fait attention. Mes enfants sont super protecteurs. Comme vous voyez, je ne manque pas d'amour. C'est ça. Ils sont très protecteurs envers moi. Moi, je dis à la blague, c'est pas moi qui a de la misère à couper le cordon, c'est eux autres qui ne veulent pas le couper. Mon petit chien, Smarties, c'est un caniche miniature de 11 ans, fait que je l'appelle mon vieux. Puis, ben, mon frère, mes 2 sœurs et moi, ben, c'est ça. On est une belle gang réunie. Ils ont toujours été là, toujours présents. Mes amis, c'est toujours les mêmes amis. Je vais finir ça en vous disant une parole que quelqu'un m'a dit. Il m'a dit, tu sais, Christine, tu m'as appris que tu n'as pas besoin de tes 2 jambes pour savoir te tenir debout. Et voilà, j'ai terminé. J'espère que vous avez
aimé. Ça m'a fait plaisir de vous raconter mon histoire. Merci, Christine. Christine, je vais prendre une grande inspiration parce que je suis vraiment émue de... Ouh! Dis-moi, il reste du temps en passant. Hein? Est-ce que tu avais une surprise que tu voulais peut-être nous montrer? Est-ce que tu veux y aller avec ça avant qu'on enchaîne parce que des gens ont des questions et des commentaires? Oui, sûrement. OK, alors go, vas-y. Go. Un instant, là, comment je fais pour sortir de celui-là? OK. Ma surprise. Vous allez voir la vidéo quand je saute en parachute. Vous voyez, hein, c'est ma première expérience. Hein? Donc, voilà. Christine, qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Oh, on saute dans les airs! Ah, et tu as hâte de sauter? Très hâte. Très hâte? Ah, ouais. Let's go! I'm the sun and the air. Christine, comment tu te sens? Ah, je suis très énervée. Es-tu prêt à sauter? Oui, On saute! Oh yeah! Until the break of time. Life cannot go by the letter. Time, Prozac can make it better. Noise, any kind will do. Can you feel it slip away when it's all on you? Crime, rockin' like Jen and Reno. Time, 18 and life in Cheeto. Freud, all along is true. Well, you see the coming day catches up to you. Yeah, knock down the walls. It's alive in you. Knock down the place. You're alone, it's true. Knock down the world. It's alive in you. You're gonna keep your head up through it all. You're gonna bust out on it. Original Prankster. Breaker, yeah. Original, yeah. Bust out on it. Original You Prankster. never stop now. That's what the man say. You can do it. You know it smells like shit. Goddamn. Tag team the double header. Son of Sam. Fire always makes it better. Navigate with style and aplomb. 'Cause wherever you're at, that's the tip use on. Lies. Says Oh yeah! super! Nice job! Merci! Non, on va y aller avec tes droits de parole. Marie-Blanche, la main levée. Marie-Blanche, il faut juste que tu réactives ton... Oui, important, réactiver votre micro avant de parler parce qu'on ne vous entendra pas. Je vais parler après. Il y a deux choses deux domaines que tu n'as pas abordé ou tu as abordé de façon indirecte. Un, c'est l'amour romantique. Puis un autre, c'est l'argent. Parce que, tu sais, bon, tu as gardé la maison, tu as acheté un chalet,
Puis je me suis dit, mon Dieu, tu sais, il n'y a pas de limite. Il ne semble pas y avoir de limite de ce côté-là. Tant mieux, parce que quand même, c'est une condition qui nous coûte assez cher, là, de façon générale. Alors, est-ce que tu pourrais, comme, Oui. évidemment, là, tu n'as pas besoin d'entrer dans les Non. détails, mais juste pour me rassurer, me dire comment tu as manœuvré dans ce domaine-là. L'amour, c'était un peu par choix, parce que je me disais, bon, ben, il y a moi, il y a Stéphane, puis ça a été une relation spéciale, fait que je me disais, je veux pas glisser dans ce terrain-là, tu sais, on a été des personnes, oui, on s'est aimés, on était ensemble, mais on a été blessés aussi. Fait que ce côté-là, je voulais préserver ça, c'est pour ça que j'en ai pas vraiment parlé, mais ça a été une question que je me suis posée puis que j'ai discuté avec des gens autour de moi, jusqu'où que je vais pour parler de ma relation. Donc, c'est ça, on était plus une relation de parents. Quand je suis revenue, c'était plus ça. Une relation de parents, d'élever nos enfants, tout ça. Fait que Dans l'avenir. Dans l'avenir. Oui, à travers ça, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai été en relation 2 ans. Mais ce qui était difficile, c'est que lui était un peu plus vieux que moi, puis mes enfants étaient adolescents. Fait que ça a été, un moment donné, là, ben, mon choix, c'était lui ou mes enfants. Fait que le choix n'a pas été difficile, là. J'ai choisi mes enfants, là. Fait que oui, c'est possible de rencontrer quelqu'un, d'être heureux. Cet homme-là m'a amené plein de belles choses, mais c'est ça, lui, à ce moment-là, il y avait trop de différence entre nous deux, donc ça a été mes enfants qui ont été prioritaires. Côté argent, ben, vu que moi, c'est un accident de la route, je suis couvert par la SAAC, j'ai un revenu, mais j'avais une bonne assurance accident qui m'aide à être confortable. Au moins, j'ai cette chance-là de ne pas avoir de problème financier. Voilà. Merci Marie-Blanche, Christine. Valérie, tu voulais parler? Ah mon Dieu, je sais tellement pourquoi qu'on s'entend bien, là, pour vrai. Là. On a beaucoup de choses en commun, vraiment. Puis quand tu parlais de ta famille, puis que tu étais émotive, c'était exactement ce que... Écoute, j'ai pleuré comme si c'était mon histoire. Moi, je suis contente parce que les points sensibles, là, où est-ce que j'ai passé, wouh, ça... Championne. Merci. Vraiment, puis je t'apprécie énormément comme personne, puis tu es vraiment un beau rayon de soleil. Merci beaucoup. Valérie. Colette. Oui, moi d'abord, félicitations, Christine, c'est vraiment intéressant, touchant aussi. Mais moi, ce que j'ai aimé le plus dans ce que tu as vécu, c'est toute la drive que tu as, tu sais. Moi, j'appelle ça une drive, tu sais. Ouais. Tu pars d'un point A, puis tu t'en vas au point B, puis tu as une ligne d'arrivée, une ligne de départ, mais tu as aussi une ligne d'arrivée. Ça, moi, c'est toujours ce que j'apprécie chez les personnes handicapées que je côtoie. Parce que je me dis, ils ont une ligne droite. Puis dans la vie, je suis comme ça aussi. Puis j'aime ça prendre des défis. Puis je te regardais, tu prends des défis. Puis malgré ton handicap, et puis toute ta famille qui est derrière toi, qui est forte, qui t'ont appuyé et qui t'appuie toujours, oui. Je trouve ça fantastique parce que tu réalises des rêves que peut-être que même bien du monde qui sont sur le 2 jambes ne réaliseront jamais. Là, tu sais. Ben oui. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose qui est gagnant. Bien au-delà de tout ce que tu as vécu, ça t'a emmené comme une espèce de portrait de vie dans lequel tu cadres, là, puis tu t'en débordes là, même. Là, fait que ça, moi, je trouve ça fantastique. En tout cas, j'ai beaucoup appris en t'écoutant aujourd'hui. Puis je suis très contente de te connaître. C'est le fun. C'est le fun. Merci. Merci beaucoup. Ben, quand tu dis, avec nous, les personnes, on n'a pas de ligne droite. On a-tu des courbettes à faire de droite à gauche? Puis si le B ne marche pas, il y a un C, puis il y a un D, puis il y a un E, puis il y a un F. Puis quand on veut, là, ben c'est ça. Des fois, je dis, il y a toujours moyen de le faire. C'est juste de trouver par où passer. La ligne droite que je parlais, moi, c'était ça. C'était pas par tout le chemin que tu es passé, mais par la courbe que tu te donnes quand elle monte tout le temps. Oui, tu as peut-être des hauts, des bas, mais
Tu sais, elle monte, puis tu t'en vas vers quelque chose. Tu as comme un. Je sais pas si j'utilise les bons mots, mais je sens que c'est comme si tu as un idéal à atteindre, là, tu sais. Puis l'idéal à atteindre, ben, c'est ton bonheur. Tu sais, puis tu fais tout pour y arriver. Je trouve ça fantastique, c'est beau. Ben, quand j'ai sauté en parachute, mon plus vieux Samuel, il fait ben là, de sauter en parachute, là, c'est quoi la prochaine affaire que tu vas faire? Là? Il me semble qu'il n'y a plus grand-chose à battre. Là. Fait que là, j'ai dit à la blague, ben, j'ai dû sauter en bungee. Du rafting? Ouais, en tout cas, ben, on l'a dit, voyons, t'arrêtes jamais. Ben non, il y a toujours quelque chose. Toujours. Oui. Merci. J'ai vu qu'il y avait des micros qui s'étaient allumés. Est-ce que quelqu'un d'autre veut y aller? Oui, moi je serais prêt. Marc? Oui, Bonjour, allez-y, Marc. Oui. Je ne sais pas comment faire. C'est la première fois que j'embarque sur un Zoom. Juste parler naturellement, oui. OK. Oui. Fait que, Christine, je suis bien content d'avoir participé. On se connaît déjà. Et puis, on vient tous les deux du lac Saint-Jean. Oui. Parce que moi, je viens dans le nord, puis toi, de l'autre bord du lac. Oui, au bout du lac. Mais j'ai été vraiment étonné de tout ce que tu as fait, surpris, puis et vraiment courageuse, puis vraiment bonne. Je te félicite encore une fois. Quand je suis allé à ton chalet, je t'avais trouvé spécial. Là. Oui, Marc a eu la chance de venir au chalet. Oui, puis après ça, moi, c'est quand même 18 ans déjà que je suis en fauteuil roulant, je suis paraplégique. J'en ai fait des choses, mais pas autant que toi. Fait que t'es vraiment bonne. Et puis moi, c'est ça. Moi, j'ai une femme qui est en or pour m'épauler. Puis je suis chanceux de l'avoir réussi à garder notre couple ensemble. Puis j'ai quand même travaillé 9 ans. Puis en tout cas, je te félicite. Bien content d'avoir participé. Ben, merci, puis ça m'a fait plaisir de voir que tu es là. OK, good. Merci, Marc. Quelqu'un d'autre veut y aller? Je vais y aller. Bravo, Christine. Ça fait longtemps qu'on se connaît, puis on a chacun, je pense, chacun notre parcours. Hein? Fait que, oui. Ça a été bien le fun d'apprendre ton parcours. Merci. Puis, c'est vraiment le fun de voir, comme je dis, la différence, chacun son chemin, l'appréhension et tout ça. Fait que c'est vraiment le fun. En même temps, je peux peut-être partager des commentaires que j'ai vu passer sur Facebook. Je t'ai connecté sur Facebook en même temps pour voir ça. Il y a nos yeux et nos oreilles de Facebook. Il y a Chantal Vachon qui est arrivée un peu plus tard. Elle a manqué le début, fait qu'elle posait la question à savoir depuis combien de temps tu étais en fauteuil roulant. Oui, ben, je pense que je ne l'ai pas vraiment dit. Hein, ça fait 14 ans que je suis en fauteuil roulant. Je savais la réponse, mais je dois faire ça interactif un peu. Ben oui. Fait que, Chantal Vachon, encore, tu as beaucoup de volonté à faire tout ce que tu fais. Bravo. Il y a Denise Vézina qui a parlé aussi. Christine, tu es merveilleuse. Il y a plusieurs commentaires. Je la connais. Oui. C'est ça. Il y a plusieurs commentaires, mais ça va être en rediffusion par la suite sur Facebook. Oui. Merci. Merci, Dominique. On a beaucoup de commentaires sur le chat, Christine. Est-ce que tu aimerais que je te les lise un à un? De toute façon, je peux te les envoyer par courriel. Là, veux-tu que j'aille un petit peu? Ben oui, vas-y. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont été touchés, très touchants, Christine, de Valérie, de Colette, touchant ton témoignage réel. Je suis sans mots. Michel Temens, qui a dû quitter, il dit « Oui, Christine, c'est très touchant et ça me fait revivre des étapes qui ont été difficiles pour moi. Merci à toi d'avoir pris le temps de partager ton expérience. » De Gauthier, c'est peut-être une personne de ta famille. Tu es ma battante, je t'aime avec un cœur. Ah oui, ça a été une préposée en or qui a été là au début puis a resté longtemps avec moi. Oui. Qui est toujours avec nous en ce moment dans le live. De Colette et Maryse aimeraient entrer en contact avec toi pour des points spécifiques. Donc, on pourra, avec votre permission, mesdames, transmettre vos coordonnées à Christine ou vice-versa. Je ne sais pas si... Oui, il n'y a pas de problème. Parfait. On va faire les entremetteurs à la fin de la rencontre. Oui. Parfait. Colette, elle a trippé quand tu as parlé de ta randonnée au mont Kaikop puis de tes plongées parachutisme. En tout cas, ça, les randonnées, là, allez voir sur le site de Fondation Sport Adapté, FSA.
Puis il en propose. Et Maryse aussi, qui a l'appel du voyage, qui aimerait retourner sur le chemin de Compostelle, là où elle a eu son accident. Wow! Hey, ça serait un de mes rêves, aller faire le chemin de Compostelle. On va vous mettre en contact là, pour que vous puissiez en discuter. C'est magnifique aussi quand tu as montré tes œuvres d'art. Colette qui revient à charge, qui dit « Tu as une superbe famille, belle conclusion, quel plaisir. » Caroline qui dit « Tu es une belle source d'inspiration. Merci pour ton témoignage authentique et rempli d'amour. » Galaxy S9, Guillaume, c'est peut-être quelqu'un que tu connais. Toutes mes félicitations pour cette belle présentation. De Karine de Mémo Québec. Bravo Christine, super témoignage, félicitations. Michel Temmens qui a dû quitter, qui dit « Ça fut très intéressant, je dois quitter. » Moi, je t'ai écrit que j'étais nerveuse au moment où tu as comme sauté de l'avion. J'étais contente que tu arrives au sol. Mais je trouve que c'était vraiment beau. Caroline a dit « Moi, je serais restée, bravo, moi, je serais restée dans l'avion. » Maryse qui dit « Beau courage, inspirant. » Marie-Hélène, un gros merci pour le partage de ton expérience et de tes images. Tu es très inspirante. Et voilà pour le chat. Donc, je vais te garder un beau souvenir de ça. Je vais te l'envoyer, Christine. Tout cet amour. Marie-Blanche, je vous laisse parler, là. Il y a des gens qui n'ont pas parlé, puis mais avant qu'on finisse, j'aimerais ça faire mes félicitations, moi aussi. Merci. Oui. J'ai une petite anecdote quand on a sauté en parachute. Une fois rendu en bas, ben là, il détache, le gars se détache d'après moi. Puis là, ben mon fauteuil roulant, il faut qu'il aille le chercher à la base. Puis là, c'est ça, il faisait 40 degrés. Fait que moi, je me couche par terre, je m'étends dans l'herbe, puis je fais « Ah, laissez-moi ici. » Là, ils ont fait. Puis là, c'était là 2 ans, fait que j'ai dit « Ça fait 12 ans que je n'ai pas touché à de l'herbe, que je me suis jamais... » Puis là, les gens autour de moi, ils ont fait « Ah, ouais. » J'ai dit « Non, j'ai dit me coucher dans l'herbe. » Tu sais, fait que ça refaisait un contact avec la terre, avec la nature. Fait qu'autant j'ai eu un contact dans les airs, le contact sur la terre. C'est beau, Christine. C'est comme quoi, ce qui semble anodin, hein, ça peut être un moment riche. Martin, qui est bien élevé, qui a levé la main. Martin, la parole est à toi. Premièrement, félicitations, Christine. Vraiment, vraiment super. Puis, peut-être une petite question plus technique par rapport au saut en parachute. Là, c'est quelque chose que j'envisage beaucoup d'essayer. Mon inquiétude, c'est au niveau des jambes à l'atterrissage. Moi, je n'ai pas de contrôle, on oublie ça. Ben, il y a vraiment une condition à ça. Je pourrais te le montrer. C'est une attache qu'on tient les jambes. Puis là, on ne le voit pas vraiment, là, mais moi, je tire la ganse pour lever les jambes. Il faut vraiment en avoir un. Puis ça, chacun amène le sien. Mais je pourrais en privé te le montrer, là, vraiment l'attache. Mais c'est ça, il faut une attache pour être capable de soulever ses jambes. C'est conditionnel. Si tu n'as pas ça, tu ne sautes pas. OK. Puis sinon, what's next? C'est quoi le prochain projet? Bien, je t'avoue que le chemin de Compostelle me travaille beaucoup. Je ne sais pas comment, je ne sais pas avec qui, mais ça, c'est un objectif de quelques années. Maryse vient d'allumer son micro. Oui, il faut vraiment qu'on se parle parce que moi, je suis la Providence a mis sur mon chemin un couple, une infirmière française avec son conjoint qui est auxiliaire familial. Et tous les deux ont comme projet d'amener sur le chemin de Compostelle des gens à mobilité réduite. Ils ont entendu parler de mon histoire. Ils ont rentré en contact avec moi il y a 2 ans. Je devais aller faire le chemin cette année, mais compte tenu du coronavirus, c'est parti remise. Mais ils sont assez équipés à faire l'essai de tests de chaises de toutes sortes pour faire ébou. Fait qu'on va rentrer en contact. Ah oui, c'est sûr. Si vous rêvez ça, je suis intéressée. On va faire une équipe. On va joindre Mémo Québec. Éric? Oui, je voulais te dire félicitations, Christine, pour ton témoignage. C'était super bien. Merci. Je pense que tu t'es peut-être ouvert une porte pour
pour en faire plus, peut-être. Mais pourquoi pas? Je pense que ça pourrait être quelque chose que tu pourrais envisager parce que c'est vraiment bien de la façon que tu le fais, puis à ta manière, à toi en plus, là, je te connais, puis ça va chercher facilement les gens. Fait que tu as une facilité de faire ressortir les émotions, puis je pense que c'est vraiment bien. Merci. Puis pour juste ajouter en même temps pour le parachute, moi, je l'ai fait aussi. Je l'ai fait à Saint-Jean-Chrysostome, puis là-bas, il y avait déjà les équipements pour ça, là. Fait que ça dépend, ce serait peut-être à Martin là, de s'informer où tu as l'intention d'aller. Peut-être qu'ils ont déjà des expériences, parce que moi, ils en avaient déjà. Mais c'est vraiment, c'est une courroie que quand tu tires dessus, une fois qu'elle est tirée, moi, la manière qui était faite, elle gardait mes jambes soulevées. Ah, wow! Fait que moi, ma mission, c'était quand il me faisait signe, je tirais dessus. Puis mes jambes étaient soulevées, puis après ça, on pouvait faire l'atterrissage. Et merci. Mais let's go, Martin, tu vas triper. Oui. Merci, Eric. Tu sais quoi, si je voulais parler? OK, vas-y, Madeleine, je parlerai après. Ah, OK. Ben, je voulais juste te féliciter aussi, Christine. J'ai apprécié tout ce que tu as fait. Tu as réussi à faire beaucoup, beaucoup de choses dans les 14 ans. Ce qui m'a fait réfléchir beaucoup, c'est la différence entre toi et moi. C'est d'avoir eu les enfants avant ton accident, puis moi, c'est d'avoir mes enfants après l'accident. Et j'ai déjà pensé, mais ça a ouvert une nouvelle réflexion à propos de toutes sortes de choses. Donc, c'est bien. C'était très, très bien. Merci beaucoup, Christine. Merci, Madeleine. Merci, Madeleine. Est-ce que Colette? Moi, ce que je voulais dire, c'est très simple. Là, je me demandais si à Mémo Québec, vous avez créé une banque justement d'événements. Parce que je trouve que chacun vit des belles choses pour aller au-delà d'eux, tu sais, comme le parachute, tout ça. Fait que je me dis, ça serait le fun d'avoir une banque avec toutes les informations. Fait qu'on pourrait aller, si on a des idées de projet, d'aller piger dans ce banque-là. Ou s'il y en a des gens qui veulent en ajouter, ben, ils pourraient en ajouter, vous envoyer ça en lien, puis en rajouter dedans, tu sais. Ce serait un beau défi, mais en fait, il existe déjà des répertoires comme ça, notamment qui roulent, je pense qu'ils sont vraiment la référence en la matière. Donc, nous, on essaie de ne pas dupliquer le travail, mais je t'invite à aller voir sur le site de Kiroul. Puis des fois, justement, tu connais, j'imagine que tu connais déjà probablement. Je trouve la différence qu'il y a avec Mémo Québec, c'est qu'avec Mémo Québec, il y a des gens qui l'ont essayé, éprouvé, tu sais. Puis je me dis, ben ce que Christine a vécu, peut-être qu'un autre pourrait vivre la même chose. Tandis que Kiroul va donner des noms, va donner des adresses pour aller à certains endroits, mais sans nécessairement avoir le vécu des gens qui l'ont fait. Okay, d'avoir plus le point de vue de l'expérience de la personne qui a fait Exact. Je ne sais pas si on va donner suite à ce projet-là parce qu'on en a plusieurs en cours, je dirais, mais il y a toujours moyen aussi de mettre les gens en contact. Des fois, c'est lors d'activités, lors de rencontres qu'on va continuer à pouvoir refaire au terme de la pandémie. À ce moment-là, une jasette sur le coin de la table, tu apprends que quelqu'un est allé à une place, quelqu'un d'autre. Donc, à suivre, mais en tout cas, merci là, pour la suggestion. Je pense que ça parle d'un besoin qui existe peut-être pas. Là. Lynn a la main levée. Lynn, la parole est à toi. Oui, ben, je voulais me joindre aux gens pour te féliciter pour ta très belle présentation, très, très émouvante, très sentie, très authentique, qui m'ont arraché des larmes aussi sur le bout avec ton père qui tu revoyais pour la première fois après l'accident. C'est vraiment... Mais en fait, puis je voulais aussi, surtout toutes les choses que tu as faites, je suis bien contente que tu aies aussi adapté un chalet parce que je vais y aller en juin si la paix aussi. J'ai fait une réservation, je ne sais pas si tu te souviens, mais en fait. Oui, OK, oui.
Quand j'ai vu ton nom, j'ai dit, ah, je vais écouter la conférence de Christine, je vais aller voir la propriétaire du chalet, ça très Ben génial de voir. Est-ce que c'est un chalet que tu avais avant ou que tu as acheté après coup? J'ai acheté après, oui. OK. Ça fait à peu près 5 ans. OK. Puis là, justement, on aménage la descente pour aller à la plage. Parce qu'avant, la plage n'était pas accessible, mais là, on est en train de faire ça. Un beau gros tapis de caoutchouc, là, on est sûr que tout le monde, oui. Ah, super. Oui, fait que là, ça va être plus accessible encore. J'ai bien hâte. Tu as ton hippocampe aussi? Oui, j'ai mon hippocampe aussi. Que tu prêtes-tu pour le chalet? Non, pas vraiment. Oui, ben oui. Oui, je le prête. OK. Pour aller dans l'eau chaude du lac Saint-Jean. Ça dépend quelle date. Not really. Oh boy. Marie-Blanche? Hey, une petite affaire qui me frappe, hein. Je me dis tout le temps, il y a toujours une personnalité avant, pour les gens qui ont eu un incident, un accident quelconque, il y a un avant puis un après, puis ce qu'on est avant, ça va comme déterminer en bonne partie comment on va prendre les choses. Puis, pas juste comment on est dans notre personnalité, mais quel genre de réseau on a déjà, puis toi, tu as des enfants, bon, tout ça. Puis là, c'est pas la première personne du Lac-Saint-Jean que j'entends parler. Puis j'ai eu un patron, j'ai eu des amis, j'ai comme ça ici. Puis il me semble y avoir une vitalité particulière. Je ne sais pas si c'est un mythe, les bleuets et la vitalité particulière des gens du Lac-Saint-Jean, mais ça fait juste se confirmer. Mais ce qui me frappe, c'est par rapport à moi qui suis paraplégique, c'est que j'ai l'impression que le tétraplégique, il rentre dans un trou d'impuissance, de douleur, de tout, un petit peu plus, c'est juste une idée là, que je me fais, un peu plus profonde que le paraplégique. Puis, t'es allé, là, quand on te voit, là, c'était bien qu'on te voit dans ton lit, comme ça ici, là, à ce moment-là, l'impuissance totale, la douleur, l'angoisse, tout ça. Et puis, tu sais, je me dis, elle ne peut pas s'en sortir. Elle ne veut pas s'en sortir, mais j'avais ta petite face à côté, une belle face souriante. Puis, mais oui, t'en es sorti, t'es comme rebondi. Puis, c'est pas parce que c'était facile le retour à la maison, hein, là, t'es peut-être la vedette quand t'es au centre de réadaptation, mais quand t'arrives à la maison, là, t'es juste une pauvre, j'allais dire une pauvre infirme jusqu'à un certain point. Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui va, les portes ne s'ouvrent pas, il n'y a rien qui va. Alors, ce rebondissement-là que tu as eu, puis à plusieurs étapes, quand tu as eu ta plaie, là, parce que ce n'était pas une plaie, c'était une plaie quand même sévère, comme ça ici, je trouve ça absolument merveilleux. Je te félicite, je te remercie d'avoir parlé de ça aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment du bien. Puis, oui, en cette période-là, en cette période-ci, on a comme besoin un peu de boost. Ben, moi, c'est ça. La personnalité que j'ai aujourd'hui, je l'avais avant. J'étais aussi forte sur mes jambes qu'en fauteuil. Mais je trouvais que c'est important de montrer qu'il y a un deuil, puis que oui, on descend. Oui, c'est dur psychologiquement. Pour ça que je disais, je suis suivie par une travailleuse sociale aussi, parce que tu ne peux pas t'en sortir toute seule. Tu as besoin, tu as beau avoir l'équipe, tout ça autour, mais tu as besoin de quelqu'un de l'extérieur. Parce que la famille, même si tu lui dis que je souffre, ils ne comprennent pas. Tu sais, si je dis à ma mère, maman, j'ai mal, bien, c'est une mère qui s'inquiète pour sa fille. Tu dis à une travailleuse sociale, j'ai mal. OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais? Fait que c'est pour ça que je trouvais que c'est important que les mondes le sachent, qu'on a des ups, puis on a des dons. Oui. C'est ça. Toute la vérité. Oui, c'est ça. Oui, Caro? Mais c'est ça que je voulais dire, c'est à quel point, tu sais, quand je parlais d'authenticité, tu sais, merci, c'est parce que tu vas dans toutes les phases, tu sais, tu vas aussi dans le « OK, ça n'a pas été facile », tu sais, en ce moment, là, oui, tu sais, j'ai fait plein d'activités, je suis quelqu'un qui est quand même, tu sais, on le sent, là, tu sais, t'es tripante, t'es fonceuse, tu sais, t'as plein de projets, mais OK, je l'ai eu, ce bout-là, où que j'avais des idées noires, ou que ça allait pas bien, ou que je me disais que je serais plus une bonne mère, que je serais plus là pour mes enfants, que... Puis ça, j'ai aimé ça, parce que souvent, les gens, ils osent comme pas aborder ce point-là, c'est comme pas beau d'en parler, mais c'est pas vrai, ça fait partie de nous, ça fait partie de la réadaptation, puis ça fait partie de la vie, bref, tu
sais. Fait que j'ai trouvé ça beau que tu nous dises, j'ai été jusque dans ce creux-là, mais je suis renée de mes cendres, là, tu sais, j'ai fait quelque chose avec ça. Tu sais, puis j'ai pas fait ça tout seul. J'ai eu de l'accompagnement, j'ai eu des proches, j'ai eu une TS qui était avec moi. C'est bien que tu le dises ça aussi, parce que ça, c'est une grande force d'aller chercher de l'aide. Tu sais. Il y avait Alexandre Taillefer, dont le fils était suicidé, tu sais, puis qui disait, tout le monde en parle à un moment donné, tu sais, si tu as un accident, si tu as une maladie, si tu as n'importe quoi, tu vas voir un médecin, tu vas aller voir un spécialiste, les gens vont te féliciter pour ça, tu sais. Mais il dit, tu sais, moi, quand j'ai perdu mon fils, moi et ma femme, on a été chercher de l'aide, tu sais, parce qu'on en avait besoin, là, tu sais. Mais il dit ça, quand je disais ça au monde, tu sais, je vais voir un psychologue qui disait comme, tu sais, faut pas en parler, ou moi aussi, je suis déjà allée, mais tu sais. Mais il dit, tu sais, c'est comme de guérir une blessure de l'âme, ça, on ose comme moins, tu sais, puis on s'entend que ça a touché toutes les phases de ta vie, ton accident, tu sais, autant psychologique que physique, là, tu sais, fait que bravo, puis merci de nous avoir livré ça en toute vérité, puis en toute beauté, à ta façon, à toi, là, rempli d'amour, c'est vraiment un gros cadeau que tu nous as fait, puis moi aussi, j'ai été super émue, là, plusieurs fois qu'il y en a qui ont dû me voir m'essuyer les yeux. La boîte de Kleenex. L'avertissement était pertinent. Oui, c'est vrai. Oui, je le savais qu'elle était pertinente. Fait que merci. Je suis un gars, j'ai eu d'émotion aussi. Oui! Oh! Faut pas se gêner de le dire. Hein? Non, oui, c'est ça, c'est humain. C'est alors, vraiment humain. Tu l'avais averti de toute façon au début. Oui, ayez votre boîte de Kleenex, puis effectivement. Tu nous as fait voyager dans l'intimité de ta vie, dans les zones d'ombre et de lumière. C'est ça que... Oui, c'est important. Je connaissais la Christine Lumineuse, mais j'avais pas, tu avais beau m'en parler, jamais je me doutais de tout ce que c'était au moment où ça se déroulait, de comment c'est... Oui, puis il y a plein de choses là, que je n'ai pas parlé, là, des anecdotes avec les enfants, puis tout ça. J'en ai coupé du stock. Il faut l'en faire une suite. Là. Oui, c'est ça. Tu t'alignes sur un témoignage de Christine. Là, on en veut plus. Ça va s'appeler What's Next? On va voler le titre de Martin. Joël, prépare-toi un questionnaire, là, puis on fera ça. Fait que, merci tout le monde. Ça a été, merci à toi. Merci de ta générosité, Christine.